Então, estamos começando agora a nossa entrevista com Félix Guattari, no simpósio sobre pulsão, na PUC, São Paulo. E nós vamos tentar abordar, então, questões que digam respeito à forma como Félix concebe a noção de pulsão em relação à sua obra e à obra de Freud na psicanálise. Bom, vamos começar. Félix, você afirma que sua perspectiva consiste em fazer transitar as ciências humanas e as ciências sociais dos paradigmas científicos para paradigmas ético-estéticos. Nós podemos perceber a importância de uma tal perspectiva, que uma tal perspectiva significa para a compreensão dos seus trabalhos, e gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre isso. Bien, brièvement, je dirais que ce qui me paraît lester, rendre lourd, rendre difficile le travail d'élaboration de la psychanalyse, c'est cette volonté des psychanalystes de vouloir se poser comme des hommes de science, de vouloir poser la psychanalyse comme une science, ce qui me paraît une absurdité totale à bien des égards. Alors que quand on veut saisir des objets incorporels comme des objets mentaux, avec leur dimension d'ipséité, leur dimension d'altérité, de créativité dans le rapport au monde, précisément on a un objet qui a été éliminé systématiquement depuis la Renaissance par le développement de la science. Il y a une contradiction totale. Alors si on veut saisir ce qu'il y a de riche dans l'histoire du mouvement psychanalytique, c'est précisément ce qu'il y a de créatif, d'invention, de romanesque, de fantastique, même de fou, en particulier dans l'œuvre de Freud. C'est donc toute cette dimension de créativité qui nous renvoie à ce paradigme esthétique. Alors, je ne dis pas, je n'identifie pas l'objet de la psychanalyse avec l'objet de l'art, c'est pas du tout mon but, je ne veux pas esthétiser la psychanalyse, mais je veux saisir au sein du paradigme esthétique cette dimension la plus proche de la créativité, la plus proche du déploiement de lignes narratives, de constructions formelles, qui permettent de cartographier une subjectivité qui n'est pas déjà là, mais qui est déjà là dans un mouvement de devenir. C'est ça que j'appelle ce transfert du paradigme scientifique vers un paradigme esthétique dans le domaine de la psychanalyse. Parfait. Alors, on remarque que vous utilisez souvent des notions qui sont venues bien sûr de la science et qui vous faites justement un passage, même avec les choses, même avec des notions scientifiques, pour un paradigme éthico-esthétique. Par exemple, chaos, par exemple, attracteur, étrange, non? On remarque que vous faites ça aussi. Oui, parce que ça vient du fait qu'on est dans un monde hyper développé dans les registres de la science et de la technologie, et que ça serait, à mon avis, tout à fait arbitraire que de vouloir garder que des références dans l'ordre de la littérature romantique ou dans l'ordre des drames antiques de l'époque de Sophocle ou d'Échille. Alors, notre mythe existentiel, il est imprégné par la science. Donc il ne s'agit pas de dire, moi la science, je ne veux pas savoir la technologie, au contraire. Je baigne dedans, ça fait partie de mon roman familial d'aujourd'hui. Il est beaucoup plus proche de l'informatique, de la télématique,
de tout ce développement de la cosmologie, de la biologie, que le roman familial à l'époque des souffrances du jeune Werther de Goethe, le limite de la nature. Nós gostaríamos de conduzir a discussão agora da questão específica da pulsão. E nós observamos que você não utiliza com muita frequência a noção de pulsão no seu último livro, Caudemore. E mesmo assim você nos apresenta uma concepção de subjetividade onde é levado em conta todo um campo de intensidades que fogem ao domínio da representação simbólica. Em que medida, quando você nos fala de repetições significantes, quando você nos fala de fluxos, quando você nos fala de intensidades pré-verbais, você está nos falando de pulsão, ainda que de uma maneira implícita. De qualquer forma, a gente gostaria de saber qual é a noção de pulsão com que você trabalha. Alors, bon, d'abord, il faut partir d'une base, d'un acquis, qui est cette révolution extraordinaire opérée par Freud, qui consiste à séparer la vie instinctuelle chez l'homme de la vie pulsionnelle. Donc sans nier d'ailleurs l'existence d'instinct, parce que Freud continue de postuler, de partir d'une notion d'instinct. Mais il forge une notion de pulsion qui a pas seulement affaire avec une source biologique, une poussée énergétique et binale, mais il rattache dans ces 4 dimensions de la pulsion la source et la poussée avec l'objet et le but de la pulsion. Et cet objet, c'est un objet mental, c'est un objet fantasmatique, c'est un objet culturel, même quand il a affaire avec des parties du corps comme le sein maternel, les fesses, ou avec Lacan, le regard, la voix, le tout sous la logique binaire du phallus. Alors, moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est cette partie d'objet, et beaucoup moins cette représentation pulsionnelle liée à une conception relativement mécaniciste de l'époque du XIXe siècle, qui quand même donne à la pulsion une sorte d'infrastructure biologique. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de rattacher la pulsion à l'existence. Mais pas à l'existence massive, donnée ontologiquement, je dirais une fois pour toutes, dans un rapport d'être-néant, mais de voir comment est-ce qu'il y a construction de l'existence, logique de l'existence, machinique de l'existence, hétérogénèse des composantes existentielles. Et pour moi, c'est ça la pulsion. Or, l'existence, si on veut la comprendre, je crois qu'on n'a pas intérêt, à partir de métaphores énergétiques ou dynamiques, métaphores énergétiques, comme les métaphores énergétiques de la pulsion freudienne avec la libido, ou dynamiques avec la dynamique du refoulement, avec toute cette représentation d'objets déjà discursifs, déjà pris dans des rapports d'espace et de temps, mais on doit chercher la pulsion avant ces rapports de discursivité dans l'espace, dans le temps, dans les rapports énergétiques. À ce moment-là, c'est ce qui m'amène à proposer 4 foncteurs ontologiques, dont 2 sont de l'ordre de la pulsion freudienne manifeste, les flux et les machines on va dire, la partie représentationnelle de la pulsion chez Freud, mais pour moi qui n'est pas seulement représentationnelle, qui est aussi une machinique spécifique, et puis 2 autres foncteurs qui, eux, ne sont pas discursifs, qui ne sont pas dans le temps, qui ne sont pas dans l'espace, donc qui ne sont pas dans l'énergétique, et qui ne sont pas
dans la dynamique, qui sont les univers incorporels et les territoires existentiels. C'est donc dans la perspective de composition de ces 4 poncteurs ontologiques que je dis, on trouve là la pulsion. On trouve une composante qui va nous faire, y compris, retrouver les fantasmes originaires du freudisme, mais alors sur un substrat ontologique tout à fait différent et tout à fait séparé de cet ancrage biologique. Par exemple, on peut dire qu'il y a une certaine... si on reprend les 4 fantasmes originaires freudiens, les 4 matrices pulsionnelles freudiennes, je vous les rappelle, c'est le fantasme du retour au sein maternel, le fantasme de la séduction, le fantasme de la scène primitive, le fantasme de la castration. Reprenons, si vous voulez, ces 4 fantasmes, pour voir comment moi je les repositionne dans ma perspective hétérogénétique. Le fantasme de la fusion du sein maternel, c'est pour moi, je ne l'appellerai pas un fantasme, mais on pourrait dire, c'est le mouvement même de la chaosmose. C'est le fait qu'il y a dissolution dans le monde à un niveau où il n'y a pas ni sujet ni objet, mais il y a appropriation d'une dimension existentielle. Seulement, ce n'est pas une dimension existentielle purement négative, purement absolument chaotique, elle est chaosmique en ce sens qu'elle se développe dans une certaine texture ontologique. Alors voilà pour le fantasme originaire du retour au sein maternel. Quant au fantasme de la séduction, c'est un rapport de flux, c'est un rapport d'identification, où il y a un objet, il n'y a pas vraiment de sujet, un objet-sujet, une subjectivité, mais qui se répète à elle-même, qui est prise dans un rapport de miroir, un rapport de pure répétition. Si tu veux, la première image du fantasme originaire de fusion du sein maternel, on pourrait la représenter par des taches qui se joignent les unes les autres de façon indistincte. Tandis que le rapport de séduction, c'est la répétition d'une barre, la répétition d'une marque, sans qu'on puisse créer quelque chose qui sorte de ce caractère de flux. Si on prend maintenant le fantasme de la scène primitive, eh bien, c'est précisément la machine de représentation qui implique toujours un troisième pôle, un troisième terme. Il y a un pôle par rapport à un autre pôle hétérogène qui est relié par une instance de communication, une instance d'échange. Et puis, pour le fantasme de castration, là, celui que je récuse le plus avec la triangulation oedipienne, c'est quelque chose qui implique non seulement la positionnalité de 3 termes, mais l'autopositionnalité de soi par rapport à soi, l'autopoïèse, la positionnalité du territoire existentiel. Et on trouverait donc, si vous voulez, un petit peu comme ça, en allant vite, les 4 fantasmes originaires de la psychanalyse pris dans une polarité de mon schéma à 4 termes entre les flux, les phylums machiniques, les univers incorporels et les territoires existentiels. Eu gostaria de retomar alguma coisa que você já falou na sua resposta, que é a questão da pulsão e do instinto. La pulsion, né? Pulsão e o instinto. Porque existe um certo consenso entre os psicanalistas de que pulsão e instinto são coisas muito diferentes e que a linguagem é exatamente o que marca essa diferença. Quer dizer, que existiria pulsão, no caso do homem, porque existiria a linguagem. E é a linguagem que afasta esse homem da ordem natural e que tira esse homem do domínio do instinto. Se você não trabalha com a oposição natureza-cultura, como é que ficaria então essa relação entre pulsão e instinto? E, afinal de contas, o que faria com que existisse a pulsão? Tu veux traduire parce que là, Oui, bon, c'est... Parce qu'il y a un consensus entre les psychanalystes que la pulsion et l'instinct sont divers, justement parce que ce qui fait la différence, c'est le langage, et que la pulsion, l'homme existe dans l'homme, on trouverait la pulsion et pas l'instinct, justement parce qu'on a le langage. Bon, comme vous ne travaillez pas avec l'opposition nature et culture, de quelle façon
vous voyez cette distinction entre pulsion et instinct? Alors, la question, vous comprenez, c'est que les animaux ont toute une série de composantes sémiotiques élaborées et qui ne sont pas de l'ordre du langage, mais qui sont des systèmes signalétiques, des systèmes symboliques extrêmement élaborés, y compris au niveau social, et au niveau de la perception, au niveau de la représentation, même au niveau de la création esthétique, parce qu'il y a une esthétique du monde animal. Alors c'est tout à fait arbitraire de dire il y a un monde de l'instinct massif, de pure causalité linéaire, puis il y a un monde de la pulsion avec le langage élaboré, et puis entre temps, qu'est-ce qu'il y a? Si vous prenez les 4 formations du self que je reprends dans le Chaosmos de Stern, vous voyez que avant le soi verbal, il y a le soi émergent, le soi noyau et le soi interpersonnel qui ne sont pas de l'ordre du langage, mais qui impliquent une richesse sémiotique extraordinaire de communication par les yeux, par les gestes, par les attitudes, par la circulation sanguine, par les humeurs, etc. Il y a toute une richesse éthologique qui emploie des composantes sémiotiques extrêmement riches et même bien plus riches encore que celles finalement des adultes. Parce que le langage ne fait que limer, un peu embrouiller cette richesse, cette acuité sémiotique des communications verbales que n'ont pas pu la plupart des psychanalystes d'enfants, qui voient l'enfant comme une espèce de type complètement perdu dans le monde et tout ça, pas du tout. Il a une richesse de perception extraordinaire. Alors, vous comprenez, ça c'est très important pour nous dans la psychanalyse, en particulier si on veut travailler avec les psychotiques, parce qu'ils ont à nouveau accès à ces modes de communication. Je ne veux pas appeler préverbal, parce que le verbal il est quand même toujours là en même temps, mais où il faut retrouver la spécificité de ces composantes sémiotiques. Et ça ne nous permet pas de faire une distinction entre la pulsion et l'instinct, parce que la pulsion et l'instinct sont tressés, tissés de composantes sémiotiques extrêmement riches, mais hétérogènes. O que faz então, se não é a linguagem, o que faz então com que exista a pulsão? De onde vem a pulsão? D'où vient la pulsion? Qu'est-ce qui fait la pulsion si ce n'est pas le langage? J'ai bien répondu tout à l'heure. Pour moi, c'est un rapport à l'existence, c'est une construction de l'existence. C'est une ontologie constructiviste. Je construis mon monde à travers des dimensions machiniques, incorporelles, de territorialisation existentielle au sein de l'économie des flux. C'est ça la pulsion, c'est la pulsion de vie. Et donc on ne tient pas une distinction entre pulsion et inconscient. Mais non, il y a un rapport d'immanence entre la pulsion et l'inconscient et l'existence, et les catégories ontologiques. Você diz, Leonardo, que você prefere falar de máquina mais do que de pulsão, que prefere falar de fluxo mais do que de libido, e prefere falar de desejo de abolição ao invés de falar de pulsão de morte. Eu acredito que isso não é apenas uma mudança de vocabulário. A gente gostaria de saber em que medida isso representa para você uma escolha ética. Dans quelle mesure c'est ton choix éthique? Parler de machine plus que de pulsions, des flux plus que des libidos, des désirs d'abolition plus que des pulsions de mort. C'est un choix éthique parce que on revient à la première question sur le paradigme esthétique. Parce que si vous partez d'une causalité de type scientifique pour articuler la subjectivité à la pulsion, vous ne perdez toutes les dimensions de créativité, tous les coefficients de liberté, tous les carrefours, toutes les bifurcations possibles. Et donc tout le caractère de richesse permanente, d'auto-appropriation, par exemple, du processus analytique. Si vous partez au contraire de foncteurs hétérogènes, d'un constructivisme permanent de la pulsion, à ce moment-là, vous avez un problème de responsabilité éthique. Vous vous engagez dans la construction d'un monde plutôt que d'un autre monde. Vous prenez en charge, par exemple, des dimensions contextuelles, des dimensions sociales, des dimensions économiques et des dimensions mass-médiatiques, plutôt que de vous en tenir à une catégorisation d'universo-psychologique avec le complexe de castration, la triangulation éthipienne, etc. Vous avez donc un choix de responsabilité. Vous êtes exposé à une responsabilité éthique à tous les moments de l'interprétation. Vous n'avez pas de garantie scientifique. Vous avez un engagement
un engagement ontologique permanent auquel vous êtes confronté. Existe uma leitura atual da obra de Freud, onde a pulsão de morte não é pensada só como uma tendência, como um retorno ao inanimado, mas como uma pulsão criadora, como uma vontade de destruição que destruiria ordens antigas para que outras pudessem se instalar. Então, segundo essa leitura, haveria uma coexistência na obra de Freud entre ordem, que estaria localizada no campo das representações, e um caos ou uma desordem que estaria relacionada a um campo das pulsões. Você diz que prefere trabalhar, ao invés da dualidade Eros e Thanatos, você prefere trabalhar com ir e vir entre caos e complexidade. E nos parece que não é exatamente a mesma coisa que se falar numa coexistência entre ordem e caos, como propõe essa nova leitura de Freud. Nós gostaríamos que você explicitasse um pouco essa diferença. Si vous voulez, il y a une pensée, je crois, fondamentalement dualiste chez Freud. Quand il fait son exploration de la chaosmose hystérique, de la chaosmose psychotique, il est pris dans un vertige où il a peur que la réalité disparaisse, qu'on tombe dans un monde de pulsions où le processus primaire se dissout dans une sorte d'abolition. Pour moi, mon idée, c'est d'établir un rapport d'immanence entre le chaos et la complexité. Mon idée, c'est que le chaos recèle la complexité. À vitesse infinie, le chaos est porteur des chaînes les plus complexes. Donc, c'est au cœur de la plongée chaosmique, dans le rêve, dans le processus schizo, dans n'importe quelle situation de désorientation insignifiante, dans l'épreuve du désir, à travers toutes les épreuves humaines, aussi bien du sevrage, de l'entrée dans le monde du langage oral, de l'entrée dans le monde de la langue écrite, de l'entrée dans le monde de la puberté. À chaque fois, il y a une épreuve chaosmique qui se produit, parce qu'on rentre dans une autre considération de l'univers. Mais il y a des lignes de possibles, des mondes de virtualité qui se créent, qui sont secrétés au cœur de cette chaosmose. C'est donc l'articulation de ce mouvement chaosmique qui, pour moi, ne doit pas être réifié dans une pulsion de mort opposée à une pulsion de vie, ou un rapport d'opposition entre la réalité et le désir, mais un aller-retour permanent qui doit permettre de comprendre ce que sont ces points d'articulation entre le désir et la réalité, le chaos et la complexité. Et surtout, quand je parle, par exemple, de consistance, de prise de consistance, parce que ces mouvements-là impliquent justement qu'on puisse avoir d'univers par rapport auquel des territoires existentiels puissent prendre de consistance. C'est ça. Il y a des seuils de consistance qui naissent à partir du moment où les constellations de l'univers trouvent leurs articulations dans le registre discursif, dans le registre machinique, avec la mise en place de dispositifs, de pratiques sociales, de pratiques d'échange, de rapports de connectivité avec les flux les plus divers. C'est dans cette articulation, cette fois, entre les machines et les univers ontologiques que se pose ce problème de consistance. Voilà. Félix, vous avez parlé, vous nous donnez un exemple du jazz comme une machine incorporelle, une entité, un écosystème incorporel. En suivant, d'une façon, à mon avis, absolument originale, vous réarticulez la notion d'objet A comme un objet sujet du désir. Vous avez parlé déjà sur ça. Ce qui nous a paru un mouvement extrêmement important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le jazz alors fonctionnerait comme un objet sujet du désir? Alors, le jazz est né à partir
d'une plongée chaosmique, catastrophique, qui est la mise en esclavage des populations noires sur le continent nord-américain et sud-américain. Et puis, à travers les ritournelles les plus résiduelles de cette subjectivité noire, il y a eu conjonction des rythmes, conjonction des lignes mélodiques avec l'imaginaire religieux du christianisme, avec des dimensions résiduelles de l'imaginaire des ethnies africaines qui étaient là, avec un nouveau type d'instrumentation, avec un nouveau type de socialisation au sein même de l'esclavage. Et puis, avec des rencontres intersubjectives avec les musiques folk blanches qui étaient là. Il y a donc eu une sorte de recomposition de territoire existentiel et subjectif au sein de laquelle non seulement s'est affirmée une subjectivité de résistance de la part des Noirs, mais qui a ouvert des lignes de potentialité à toute l'histoire de la musique. Et pas seulement l'histoire de la musique américaine, parce que je vous rappelle que Debussy, Ravel, les plus grands musiciens occidentaux ont été extrêmement influencés par ces rythmes et par cette musique de jazz. Donc là, on a l'exemple d'une plongée chaosmique dans une déréliction quasi totale de l'esclavage noir qui a enrichi les univers de la musique les plus élaborés. Oui, voilà. Mais, parce que là, d'accord, par rapport à l'exemple du jazz, mais quand tu parlais d'objets art, qui on trouve par rapport à la fonction, objet sujet, comme un attracteur étrange, ça me semble tout à fait différent de la vision quand on dit par un objet art, par rapport auquel la fonction a tout un fonctionnement traditionnellement. Mais un objet sujet, c'est déjà une autre chose. Si on prend, par exemple, de façon plus courante maintenant pour la subjectivité des adolescents en Occident, qui sont beaucoup plus proches de la musique rock que de la musique jazz. Vous voyez qu'au sein de l'économie domestique familiale, avec les identifications au père, à la mère, les conflits, tout ce que vous voulez, vous avez des objets comme ça qui surgissent, qui sont des ritournelles musicales rock, qui sont aussi des personnages, des traits de visagéité, qui sont aussi quelquefois une pratique musicale, et puis un rapport à la télévision, etc., qui prennent une importance quelquefois tout à fait décisive, qui permettent à l'enfant, à l'adolescent, de sortir, de se créer des rapports de socialité avec des gens de sa génération, qui jouent donc comme objet-sujet, comme objectivité-subjectivité, qui sont un levier considérable, qui peuvent aboutir à toutes sortes de choses, y compris à des choses de l'ordre de la délinquance, de la drogue, peu importe, c'est pas la question, mais qui correspondent bien à une mutation subjective, si tu veux, qui sont l'équivalent dans nos sociétés des rituels initiatiques dans les sociétés archaïques. On rentre avec l'objet de la musique rock, avec cet objet très complexe, multidimensionnel, on rentre dans un nouveau système de classe d'âge. Vous pouvez nous parler un peu plus sur Daniel Stern. On a remarqué l'importance de son travail, vous avez déjà parlé un petit peu, sur cette façon de conserver plusieurs niveaux de subjectivation avant la phase verbale et après, qui se maintiennent en parallèle pendant tout l'âge, qui font d'intersection. Parce que ce qu'il y a, si vous voulez, pour moi, une des choses les plus géniales, les plus extraordinaires qu'il y a dans Freud, c'est sa découverte du processus primaire. C'est de voir que derrière le chaos du rêve, il y a
des lignes de construction, de surdétermination, d'association, de composition. Il y a toute une consistance de l'existence subjective qui se joue au cœur même du processus primaire. Après, le processus primaire, finalement, on ne le retrouve pas tellement. On trouve des constructions axées sur le moi, axées sur le surmoi. On trouve toute une topique qui va plus dans le sens d'un ça chaotique que d'un inconscient extrêmement structuré du point de vue du processus primaire. Or, il me semble que Daniel Stern, lui, sans le dire comme je le dis, il amène une vision, alors pour lui, scientifique, scientifique en ce sens qu'il parle de données scientifiques du domaine éthologique, de l'éthologie de l'enfance. Et il nous montre quelque chose d'extraordinaire. C'est que cet enfant dont on dit qu'il vit en symbiose avec sa mère, qu'il est totalement dépendant du monde, qu'il est complètement perdu, qu'il est dans un rapport de déréliction totale, il montre qu'en réalité, il a un rôle, avant même le soit verbal, de téléguidage du rapport des adultes. Il n'est pas sujet aliéné des adultes, il contrôle, il est dans un rapport de codétermination avec la subjectivité des adultes. Et puis, en même temps, il a une richesse perceptive extraordinaire de tout ce qui se passe autour de lui. Le rapport au regard, le rapport aux lumières, le rapport à l'environnement. Il a un fonctionnement, une machine neurologique, perceptive, d'une extrême richesse. C'est-à-dire, c'est comme si le champ qui avait été découvert par Freud du processus primaire au niveau du rêve, et lui, Daniel Stern, le généralisait, le montrait toute son efficacité dans l'ordre d'autres machines de rapports sociaux, de rapports perceptifs et de rapports sémiotiques. Alors ça me paraît finalement un pas extrêmement important pour une recomposition de la psychanalyse dans une voie hétérogénétique qui nous sort du structuralisme psychanalytique tel qu'on l'a connu. Daniel Stern est un type extraordinairement modeste qui amène tous ces éléments-là avec confiance, avec sécurité, mais qui n'en tire pas toutes les déductions, mais ça le regarde, il appartient à ceux qui veulent utiliser ces découvertes de le faire, et peut-être que lui-même fera aussi un ouvrage théorique pour en tirer toutes les conséquences, je ne sais pas.